Bonjour. L'effet quantum s'explique comme un choc élastique entre un photon X et un électron de sa cible métallique, reposant sur la conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement du système formé par un photon et un électron. Ce phénomène s'observe lorsqu'un photon incident, qui appartient souvent à la gamme des rayons X, entre en collision avec un électron qui est libre, ou bien plus précisément avec un électron qui est faiblement lié à un atome métallique. Au cours de ce processus, l'électron est éjecté de l'atome, donc il est ionisé, tandis que le photon est diffusé dans n'importe quelle direction. Et bien sûr, on peut mesurer, bien on peut l'observer en choisissant l'angle d'observation. Arthur Canton, en 1923, a observé l'augmentation de la longueur d'onde du photon dans cette diffusion. C'est pour ça qu'on l'appelle historiquement effet Canton. L'expérience de Canton présente une précieuse preuve qui a convaincu les physiciens qu'une onde électromagnétique de fréquence donnée, bien sûr dans un contexte quantique, peut se comporter comme un faisceau de particules porteuses d'énergie qu'on a appelé photon. Dans cet exercice, on va comparer d'abord le traitement relativiste avec le traitement non relativiste et on va voir quelle est l'erreur qu'on peut commettre ou bien quelle est la limite de ces deux approximations. Bien sûr, dans cette première partie, on va commencer par le traitement relativiste. Considérons un photon X venant de gauche à droite et se dirigeant vers la droite avec une impulsion P0 et une énergie E0 qui est égale P0C. Le photon est diffusé par un électron qu'on suppose au repos qui a une énergie, bien sûr dans le cadre relativiste, il a une énergie M0C carré. Le photon est diffusé dans une direction faisant l'angle θ par rapport à la direction d'incidence. L'électron prenant une direction phi. L'impulsion du photon après la diffusion sera P et celle de l'électron après la diffusion, bien l'éjection, on va la noter PE. Dans le contexte relativiste, on peut exprimer la conservation de l'énergie avant et après le choc comme cette formation, bien cette relation qui est donnée par hc sur lambda 0 plus m0c carré égale hc sur lambda plus la racine carrée de p carré c carré plus m0 c carré au carré. Comment on peut arranger comme suit en déplaçant le terme hc sur lambda de l'autre côté et en prenant le carré de l'égalité. De même, en exprimant la conservation des impulsions, bien sûr en négligeant l'impulsion initiale de l'électron, on suppose bien sûr qu'il est initialement au repos, donc on va trouver P0 plus 0 pour l'électron égale P plus PE. Si on projette suivant les deux axes orthogonaux X et Y, ça donne H sur lambda 0 égale H sur lambda cosinus θ plus PE cosinus phi. Et 0 égale H sur lambda sinus θ moins PE sinus phi. Bien sûr, on essaye d'éliminer les termes en PE et en phi entre les trois équations. Pour cela, on va prendre le carré de la première équation de conservation de l'énergie et on va exprimer PE au carré. Maintenant, on va essayer d'éliminer l'angle phi entre les deux équations de projection de la quantité de mouvement suivant x et y et en prenant le carré. Donc si je prends le carré de la première équation, le carré de la deuxième équation, en faisant la somme, le terme en phi va disparaître et donc on va trouver PE égale
PE au carré, bien sûr, égale H sur lambda 0 au carré, plus H sur lambda, moins 2 fois H carré sur lambda 0, cos θ égale PE au carré. Donc nous avons deux égalités qui ont la même quantité, PE au carré, qu'on peut identifier. Donc en égalisant les deux dernières relations, on aura H sur lambda 0, plus H sur, bien sûr au carré, plus H sur lambda au carré, moins 2 fois H carré sur lambda 0, plus 2 fois M0C, facteur de H sur lambda 0, moins H sur lambda, égale H sur lambda 0 au carré, plus H sur lambda au carré, moins 2 fois H carré sur lambda 0 cos θ. Ou encore, en simplifiant par 2 fois H carré, on peut trouver facilement M0C sur H, facteur de lambda moins lambda 0, égale 1 moins cos θ. Ce qui permet finalement d'établir l'expression de la variation de longueur d'onde du photon diffusé, lambda moins lambda 0, égale H sur M0C, facteur de 1 moins cos θ. Le facteur H sur M0C porte le nom de longueur d'onde Compton, pour l'électron bien sûr. Sa valeur est à peu près 0,024 angstrom. Sur cette figure, on représente 2 fois delta lambda sur lambda c, la longueur d'onde Compton, en fonction de θ, dans un intervalle entre 0 et pi. On peut distinguer 3 régions, ou bien 3 processus principaux. Lorsque θ égale 0, on parle de diffusion rasante. Lorsque θ égale pi sur 2, on parle d'autodiffusion. Et pour θ égale pi, il s'agit d'une rétrodiffusion, où le photon est reculé vers la cible. Pour les valeurs de delta lambda, pour θ égale 0, lambda ne change pas, le photon garde sa longueur d'onde. Pour θ égale pi sur 2, delta lambda c'est lambda Compton. Et pour θ égale pi, c'est-à-dire la rétrodiffusion, delta lambda c'est 2 fois lambda c. Et bien sûr, on constate ou bien on remarque que delta lambda est toujours une fonction croissante, bien sûr, dans l'intervalle entre 0 et pi. Une conclusion principale de cette leçon, bien de cet effet, c'est que on peut maintenant, ça confirme d'abord le fait que les ondes électromagnétiques se comportent comme des particules qu'on appelle des photons, et que là, à partir de cette expérience ou bien de cet effet, on peut calculer la quantité de mouvement associée à un photon. Bien sûr, en partant de l'expression de l'énergie relativiste, d'abord elle est valable pour les particules matérielles avec une masse M0 non nulle, puis pour les particules non matérielles telles que les photons, c'est E égale PC, bien sûr qu'on peut identifier avec H nu, et donc ça donne la quantité de mouvement H bar K, où K c'est le vecteur d'onde associé de l'onde, bien sûr associée au photon. Donc là, une grandeur dynamique P qui est associée à des grandeurs bien sûr ondulatoires telles que la longueur d'onde ou bien le vecteur d'onde.